Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Horizon Amérique latine. Collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Horizon Amérique latine publie des synthèses thématiques sur l'espace s'étendant du Mexique à la Terre de Feu. Les meilleurs spécialistes mettent à la disposition d'un large public des connaissances jusqu'alors souvent réduites, sur ce sous-continent, à quelques stéréotypes. Dernière parution. R. Contrera Osorio, Les limites du libéralisme latino-américain 2009. J. Muñoz, Géopolitique de la frontière États-Unis-Mexique 2009. ABERTAGNINI, J. Fortesa, De Lopez, F. Peña, F. Pino de Villechenon, CQUENAN, J. Walter, L'Argentine, terre d'investissement, 2008. HOWLETMARTIN Patrick, Le Brésil du Nord-Est. Richesse culturelle et disparité sociale, 2008. Chassin J. et Rollandé, Coord, Pour comprendre la Bolivie d'Evo Morales, 2007. Vignal Robert, Lexique amoureux de Sao Paulo, 2007. Díaz Esther, L'esprit de Buenos Aires. Une ville et ses démons, traduction de Laure et Philippe Pigalet, 2007. TREUILLERSCHLACHTER Xavier, David Alfaro Siqueiros, 2006. Durand A. et Pinet N. éditeur, L'Amérique latine en mouvement. Situation et enjeux, 2006. GAYSYLVESTRED, Être femme à Cuba, des premières militantes féministes aux militantes révolutionnaires, 2006. La Pointe Monsieur, Histoire du Yucatan. 19e-21e siècle, 2006. Durand A. et Pinet N. éditeur, L'Amérique en perspective. Chronique et analyse, 2005. Chassin J. et Rollandé, Coord, Pour comprendre le Brésil de Lula, 2004. Durand A. éditeur et Pinet N. éditeur, Amérique latine. Chronique 2004-2004. KONDERCOMPARATO Bruno, L'action politique des sans-terre au Brésil, 2004. Préface à la 5e édition. C'est avec grand plaisir que je présente au lecteur la 5e édition de Ailleurs Soñé con Valparaíso, parue pour la première fois en 1999. La curiosité croissante suscitée par Valparaíso commença en 2003, lorsque la ville fut classée au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Pour la première édition, j'avais reçu l'apport de la direction des bibliothèques, des archives et musées et de RIL Editores. Dès le début, le livre attira l'attention et il fut pendant plusieurs mois consécutifs sur la liste des 10 ouvrages les plus vendus dans le pays. Ces souvenirs évoquaient chez les lecteurs des images et des situations vécues dans la ville. Cet ouvrage m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes qui m'ont raconté leurs histoires personnelles dans la ville, et ainsi, j'ai pu compléter les notes initiales. J'ai vu des photos, des lettres et même des ébauches de livres sur de nouveaux aspects de Valparaíso. Ensuite, après avoir rassemblé les documents, j'ai pu donner une conférence sur l'histoire de l'urbanisme de la ville et écrire pour la Fundación Valparaíso un guide détaillé pour parcourir la ville magique. Avec le temps, Ailleurs Soñé con Valparaíso a été réédité plusieurs fois et il se vend toujours. De nombreuses personnes qui viennent visiter les cerros de Valparaíso souhaitent emporter ce livre en souvenir, pour en savoir plus sur la ville et ses habitants. Certaines l'ont même envoyé à des personnes originaires de Valparaíso résidant à l'étranger, faisant naître en elles un sentiment de nostalgie. D'autre part, de nombreux étrangers et des habitants de Santiago ont acheté des maisons et se sont installés dans les cerros où ils ont appris à vivre différemment. En 2006, ce livre fut traduit en anglais sous le titre Dreaming Valparaíso, Rêver de Valparaíso, pour que les nombreux touristes qui viennent, notamment lors de croisières, puissent repartir avec un souvenir de Valparaíso. Voici maintenant la traduction française, qui propose une sélection de chroniques de cette édition, afin que les voyageurs français découvrent la magie de cette ville portuaire. Les traducteurs et moi-même espérons que Valparaíso, chronique d'un port mythique, permettra de mieux connaître l'histoire, l'atmosphère et la population de la ville. L'auteur, décembre 2006, juin 2008. Un ascenseur de soleil et de vent. Dans de nombreux domaines, Valparaíso est une ville absurde. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des palais de laiton et de carton construits sur le néant,
un Christ de la colonie qui n'a jamais voulu sortir de l'église de la matrice. À Noël, un lama de l'altiplano se promène avec un écriteau au cou où il est marqué « Le Père Noël s'appelle Shahin ». La pharmacie du Dr Knop vend toujours des écailles de baleine, du thé à l'âne et de la fumée de poisson. Dans la vieille boutique de Don Nicolas Ross, inchangée depuis le XIXe siècle, on peut toujours trouver des éponges de mer grecque. Dans la rue Victoria circulent des géants sur des échasses et sous la marquise du théâtre Rivoli, autrefois reconverti en marché persan avec des loges dorées à la feuille d'or, il y avait une devineresse habillée en fée qui annonçait au mégaphone ce que vendaient les merceries turques. Hélas! Ce bel endroit est aujourd'hui définitivement fermé. Après les pluies, les dames se penchent vers la baie, et si on aperçoit le mont Silla del Gobernador, elles sont démoralisées. Il va encore pleuvoir. Dans les vitrines de la boutique La Rambla se trouve une collection de miroirs où, parmi les popelines et les taffetas, les dames se voient amincies. Dans une autre, de la rue Yungay, il y a 100 têtes de noir portant toutes des chapeaux différents. Oscar Kirby, l'ocarina humaine au bras de sa femme Fleur du Lac, les regardait toujours. Un jour, une tempête arracha le chapiteau d'un cirque dans l'avenue Argentina. Les rivières débordèrent. Le lendemain matin, apparut un lion noyé sur la plage d'El Barón. Une autre fois, suite à un tremblement de terre, plusieurs tombeaux s'ouvrirent dans le cimetière du Cerro Panthéon. Pendant cette nuit terrible, il plut des os humains sur les toits de la Subida de Cumming. Le lendemain, une dame déclara avoir trouvé dans un massif de fuchsia un squelette portant un uniforme de soldat de la guerre du Pacifique. L'histoire de Valparaíso est à la limite du réel merveilleux, cher à Garcia Marquez, et quiconque voudra comprendre ou aimer cette ville devra le faire avec la logique des rêves. Il ne faut pas s'étonner de voir un bateau ancré au sommet d'une colline, au pied d'un eucalyptus, ou si, en se promenant dans la vieille rue de la Tubildad, on tombe sur des ossements de taureaux. Au numéro 45 du Passare Galvez, se trouve un vieux couvent à plusieurs étages, avec des mansardes, des galeries et des corridors, dont la colonne vertébrale est un escalier en colimaçon victorien. De nos jours, c'est une belle villa privée peinte en vert qui conserve les secrets et les soupirs d'une famille au nom anglais. À Valparaíso, tout est enveloppé de poésie, mais ce qu'on y trouve de plus énigmatique et de plus étonnant, ce sont les ascenseurs. Je n'ai rien vu de plus absurde et de plus attirant, disait Benjamin Subercaseaux III. Les femmes de Playa Ancha descendent au plan, le centre-ville, par l'ascenseur Artilleria, puis elles vont à la Plaza Victoria en trolley. Valparaíso est la seule ville du Chili où il reste des trolleys. Là, elles font leurs achats. Des magasins comme la Joven Italia, El Palacio del Calzado, El Negro et El Globo, Lado Campana n'existent plus. Si elles sont de l'Almendral, elles descendent par l'ascenseur Lecheros et vont acheter des aiguilles de la marque El Ahorro de Familia à la mercerie La Noria del Campo ou un Vanity Case Fantasy à la fabrique de maroquinerie La Châtelet, située dans un bâtiment jaune vif, en pointe. D'autres prennent l'ascenseur La Raïne, derrière l'église des Jésuites et vont faire leurs courses dans le Passare Quillota. Rue Victoria, le magasin El Triunfo de M. Julian Lozano, El Olivar et la Bottiglieria de Los Lobos Marino existent toujours, mais la librairie El Peneca a disparu. Étant petit, les noms des boutiques de Valparaíso me faisaient peur, mais celui qui m'impressionnait le plus, c'était la Colchoneria La Sultana, literie La Sultane 4. La ville de goût. C'est ainsi que Gabriela Mistral V surnomma Valparaíso. Salvador Reyes VI l'a appelé Port de la Nostalgie. D'autres l'ont appelé la ville du vent, ou Valparaviento. Autrefois on l'appelait la ville des statues voyageuses parce que celle-ci ne restait pas longtemps au même endroit. C'est toujours vrai actuellement. La statue qui a le plus voyagé est celle du pompier. Il y a tant de pompiers à Valparaíso. Ensuite, c'est celle de Lord Cochrane, la première statue de la ville, inaugurée en 1873. Moi, j'appellerais Valparaíso la ville des coupoles argentées. Certaines sont magnifiques, comme celle de la Europea et celle de certaines épiceries de l'Almendral. Quant au clocher de l'église du Corazón de María, le cœur de Marie, c'est une curieuse aiguille de tuile argentée. Mais on pourrait aussi appeler Valparaíso la ville des ascenseurs. Prendre les ascenseurs, c'est vivre une expérience hors du temps.
Et pour retourner vers le passé, il n'y a qu'à entrer dans un couloir sombre qui est comme le tunnel du temps. Au bout nous accueille un homme pâle, mystérieux ange de l'ombre, flétri par les ténèbres perpétuelles du lieu. Il faut passer par un tourniquet de bronze qui comptabilise le nombre quotidien de passagers, en émettant un bruit métallique caractéristique. Les ascenseurs sont très vieux. Ils ont exactement un siècle, et ont été apportés d'Angleterre et d'Allemagne. Quand il y a peu de voyageurs, ce qui arrive généralement, une vieille dame, enveloppée dans un châle, astique au brasseau le bas-relief du tourniquet où il est écrit « Skiersteiner Metallwerk. Gech. Berlin ». Dans l'ascenseur du Cerro Larraín, on peut lire « Il est formellement interdit de sauter par-dessus le tourniquet ». De l'autre côté, dans une espèce d'antichambre, se trouvent des annonces et des informations locales. Dans l'ascenseur Monras, c'est le résultat d'une tombola. Dans le Florida, on lit « Permanent Eliana ». On pose des cils un par un. Dans le Villaseca, enseignante diplômée donne des cours de solfège et de piano. Dans l'Artilleria, une affiche déteinte annonce une académie de danse espagnole, de Mathilde Péonne. Et dans tout son annonce, très grand bal des ascenseurs. Dans le salon des artisans. Orchestre grandiose. Ambiance familiale. Prix modique. Buffet splendide. Parcours nostalgique. D'abord une secousse violente, puis la voiture commence à grimper sur les rails graissés entre des massifs de chayotes, des figuiers poussiéreux, des buissons d'anis, des delphiniums et des digitales. L'ascenseur Florida effleure les branches d'un kaki. Les passagers sont assis en silence. Ils ne regardent même pas les bateaux par les vitres. L'ascenseur s'élève au-dessus des toits. Il pénètre parfois l'intimité des maisons, en montant par d'étroits passages, semblables à des crevasses dans la terre, s'ouvrant le chemin entre les pots de géranium, la fleur du pauvre, et des cages d'oiseaux. Les ascenseurs ne volent pas seulement au-dessus des rues. L'ascenseur Mariposas passe sous l'avenue Alemania, en un jeu d'ombre et de lumière. Bruit grinçant de réa et de poulies. Une fois en haut, les passagers sortent en rang. Par moments, il faut traverser un pont en bois. À d'autres, on traverse une galerie sombre avec diverses petites échoppes. Autrefois, on pouvait prendre le thé à la sortie de l'ascenseur Artilleria. Désormais, il reste les frises de bois sculptés et des présentoirs en verre où on exposait des gâteaux. Sur les murs, on voit des morceaux d'affiches où il est écrit « levure ». Sur un autre, on voit nettement « cacao peptonissa d'Araf ». À l'extérieur, il y a des promenades du XIXe siècle avec des belvédères et des jardins. L'ascenseur Artilleria débouche sur le Paseo 21 de Mayo, où autrefois se déroulaient de grands carnavals. Au printemps, les gens faisaient la queue sur la Plaza Wheelwright pour le prendre. Il y avait alors 2 queues, c'est-à-dire 4 voitures qui transportaient les amoureux à l'avenue bordée de Pittosporum. Une fois en haut, on pouvait côtoyer les cadets de l'école navale ou depuis la gloriette victorienne au sol de bois et au balcon de fer forgé, admirer la lune décroissante qui se reflétait dans la baie. L'ascenseur Concepción débouche sur le Paseo Gervasoni, aux odeurs d'amarante et aux échos de romances jouées au piano. Des Allemandes aux cheveux blancs et des officiers de marine à la retraite s'y promènent toujours. L'ascenseur El Peral débouche sur le Paseo Yugoslavo, où se trouve le palais Babouritza de style Art Nouveau. L'ascenseur Esmeralda, un des plus beaux et des mieux conservés du vieux Valparaíso, débouchait sur le Paseo Atkinson au-dessus de la Plaza Aníbal Pinto. L'ascenseur Reina Victoria sortait sur le Paseo di Malo. À la sortie, les voisins avançaient sur une passerelle très dangereuse, suspendue au-dessus de la pente. De là, la vue est magnifique, empreinte de poésie comme surgie d'une autre époque. Au fond, on aperçoit l'école allemande, l'église luthérienne et les marches de la Plazoleta de los 14 Asientos, place des 14 sièges, qui ont toujours été 7. Les grandes maisons avec leurs palmiers et leurs terrasses en pente, les jardins avec des bougainvillées et des statues donnent au Cerros 7 un air de carte postale, avec quelque chose de Gênes et du pittoresque de Lisbonne. Dans d'autres cerros, les ascenseurs sont paralysés comme figés dans le temps. Celui du Cerro Santo Domingo conserve ses 2 voitures tristement immobilisées au milieu des rails. L'Arrayán aussi est arrêté. Celui du Cerro Toro n'existe plus. La cabine de métal est vide et on voit l'énorme roue.
Celui du Cerro Los Placeres, autrefois recouvert de lierre, a disparu. Le chèvrefeuille a rongé les vieux wagons de l'ascenseur Artilleria. Il n'en reste même pas les armatures. Et ceux de l'ascenseur La Cañas sont abandonnés dans la cabine inférieure comme les témoins absurdes d'une époque révolue. Le premier voyage en ascenseur. Le premier ascenseur de Valparaíso fut celui du Cerro de la Concepción, à la Cruz de Reyes, face à l'horloge Toury. Il fut inauguré en grande pompe, le 1er décembre 1883, avec glace et champagne. La fanfare municipale interpréta Ondas del Danubio, le beau Danube bleu. Le maire de la ville et l'écrivain Don Liborio Brieba, inventeur d'un prodige si spectaculaire, montèrent dans le wagon inférieur tandis que d'autres personnalités plus craintives prenaient place en haut. Aussitôt, les voitures de bois furent actionnées par un système hydraulique qui fonctionnait au moyen de réservoirs d'eau placés aux deux extrémités du parcours. Au milieu, les voitures s'arrêtèrent et les personnalités trinquèrent en s'échangeant les verres par les vitres. Puis, le voyage se poursuivit sous les applaudissements et les vivas, au milieu des guirlandes et des serpentins. Mais les habitants n'osaient pas monter. Ils trouvaient dangereuse cette invention diabolique. Soupçonneux, les dames à faux cul et les messieurs portant le haut de forme observaient depuis les balcons du studio de photographie Garot, le wagon qui montait pendant que l'autre descendait. Cela ne dura pas longtemps. Peu à peu les peurs se dissipèrent, et les dames de la ville, parfumées à l'eau de Cologne idéale Chimera et poudrées de poudre de riz la veloutine, montèrent dans les ascenseurs, aussi gaies et confiantes que s'il ne s'agissait que de faire un tour de manège, comme le disaient les journaux de l'époque. Les 2 premiers jours, on comptait déjà 1842 passagers et il fallut interrompre le service par manque de charbon. Au bout de 10 jours, 10 000 personnes avaient fait l'aller-retour et dont Liborio Brieba, qui était aussi l'auteur de 2 romans, Les chemises de Lucifer et les lunettes de Satan, publia avec satisfaction un article qui disait « Il est donc prouvé que le public a oublié ses peurs ». Mais il y eut des inquiets qui, connaissant l'œuvre littéraire de Don Liborio Brieba, attribuèrent au diable en personne l'invention de l'ascenseur. Pour cela, le spectacle de nuit des wagons qui montaient et descendaient au milieu des étincelles et de la fumée des chaudières paraissait quelque chose de véritablement infernal. De jour, c'était bien différent. Le dimanche, les dames du centre-ville montaient prendre le soleil sur le Paseo Gervasoni et là, assises sur les bancs, elles lisaient dans la revue El Ferrocarril, Le chemin de fer, la page sur la mode, signée par la vicomtesse de Castefildo, qui recommandait de mettre des cerises en velours sur les chapeaux. Les messieurs, intéressés par des sujets plus sérieux, ajustaient leurs monocles et regardaient de là-haut, la Concagua qui arrivait de El Callao et venait d'accoster ou le Navas de Tolosa qui appareillait pour Liverpool avec une cargaison de viande fumée et de noix de coco. Le peintre Alfredo Elsby décrit cette atmosphère dans son tableau Paseo Atkinson, où on voit une fillette jouer au cerceau et dans le fond, la palissade de l'ascenseur Esmeralda, aujourd'hui disparue. Alfredo Elsby, Paseo Atkinson. En 1888, on construisit l'ascenseur Cordillera et ensuite les ascenseurs proliférèrent à Valparaíso, ouvrant leurs rails dans les cerros comme des branches d'éventail. Placeres, Barón, Lecheros, Larraín, Polanco, La Cañas, La Cruz, Monras, Mariposas, Florida, Espíritu Santo, Concepción, El Peral, San Agustín, Perdices, Cordillera, Toro, Santo Domingo, Arellán, Artilleria, Villaseca. Les premiers fonctionnaient au charbon, mais certains comme l'ascenseur Panthéon étaient actionnés par le système de contrepoids d'eau. En 1948, cet ascenseur au système rudimentaire circulait toujours, pour conduire au cimetière ceux qui voulaient saluer les morts. Le 1er novembre, ils s'entassaient dans ces cages minuscules, chargées de chrysanthèmes et de branches de gypsophile. Le premier ascenseur électrique fut celui du Cerro El Barón, qu'on appelait l'électrique. Désormais il est fermé, mais on peut visiter la salle des machines et un petit musée de photos des ascenseurs. Les premiers voyages étaient très populaires. Le service fonctionnait de 6h du matin à 10h du soir. Chaque jour, un sifflet à vapeur indiquait l'heure exacte du premier départ et celle du dernier voyage était annoncée un quart d'heure à l'avance. Actuellement, lorsque l'un des wagons est plein, on en informe le machiniste par une sonnerie ou une lumière rouge, mais avant l'électricité on agitait une cloche ou bien la dame d'en bas se penchait à la vitre et criait vers le haut « Prêt est ».
Les voyageurs montaient avec leur chargement. Ils venaient de faire leurs achats dans les boutiques du port. C'étaient de grands bazars cosmopolites aux saveurs de boutiques étrangères où on vendait du sucre de Paris, du café de Guayaquil, des amandes espagnoles, du papier à cigarettes, de l'herbe à mater, des raisins de Huasco, du cuir de chevreau et de chinchilla, des olives de Séville en baril, de l'orge à bière, des fruits au sirop, des graines de luzerne et du soufre sublimé pour les vignes. Du côté des rues Clave et Serrano, des marins à la barbe rousse allaient et venaient, buvaient de la bière au bar Roland et ensuite, ils écrivaient leurs rubriques dans le journal de bord que le capitaine posait sur le comptoir. L'ascenseur Cordillera, inauguré le 16 septembre 1886 et l'escalier Cienfuegos, appelé aussi l'escalier de la mort, vers 1898. L'ascenseur Reina Victoria, qui débouche dans le Paseo di Malo, avec vue sur le Cerro de la Concepción vers 1950. Les ascenseurs et l'art. De nombreux photographes et aquarellistes s'arrêtent pour conserver en images la poésie des wagons de lumière et de rêve. En 1984, on inaugura, dans le Palacio Lion de Valparaíso, une exposition de photos de nos ascenseurs. Ils inspirent aussi des poètes. Pablo Neruda le prenait quand il habitait à la Sebastiana, près du théâtre Maori. De même, la poétesse... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.